Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture du mois de juin. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 de mes dernières lectures. Je commence en vous parlant du tome 3 de Save Me Pity de Elsa Brands, publié chez Kana. Donc la série est toujours en cours et on n'a pas de date à l'heure actuelle pour le tome 4. Donc pour rappel, Save Me Pity, c'est un global manga ou manfra ou tout simplement manga français, appelez ça comme vous voudrez, que j'apprécie beaucoup. Je n'en lis pas énormément, c'est un de ceux que j'ai découvert l'année dernière et que j'apprécie, voilà, que j'aime bien, c'est un petit peu de fraîcheur, c'est un petit peu du made in France on va dire, et ça fait plaisir de temps en temps de lire autre chose que du manga japonais classique. Et je sais que pas mal d'entre vous ont hésité à se lancer dans la série du fait que le chara-design fait clairement plus BD franco-belge que dessin de manga. Mais justement, je trouve que le dessin de l'auteur, ça apporte, ça rajoute, voilà, à son humour, l'humour qui est très présent. Elle bourre son manga de références de toutes sortes, hein, vraiment des références culturelles, séries télé, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment génial de voir tout ce que va mettre l'auteur dans chacun de ses tomes, même si le rythme est super lent, qu'on n'a pas encore la date pour la suite. Voilà, c'est vraiment un manfra. Je veux dire global manga parce que mon frère c'est vraiment moche, que j'apprécie beaucoup. Les personnages sont ultra attachants. Donc dans ce tome 3, il fait suite direct, ouais, comme le tome 1 fait suite au tome 2, cette logique imparable. Il fait suite direct au tome 2 et à la fin du tome 2, pour ceux qui ont lu le tome 2, nos personnages se retrouvaient face à des dinosaures, ce qui était un petit peu what the fuck dans la Grèce antique. Et on retrouve ces dinosaures au début de ce tome 3, ça fait très actualité de vous parler de dinosaures avec Jurassic World au cinéma en ce moment. Bref, vidéo qui tombe à point nommé. Et on quitte donc ce monde un petit peu dinosaure, tout ça, pour ensuite se diriger plus sur l'histoire de Xanth, tout simplement. Donc Xanth, pour rappel, c'est le fils de lui, donc le fils de Zeus, sauf qu'il ne le sait pas. C'est un petit peu le fils illégitime que Zeus a eu avec une humaine. Il a eu des dizaines d'enfants parce que Zeus n'est pas le mari le plus fidèle qui soit. Et sa femme Héra a maudit Xanth. En gros, il ne lui arrive que des catastrophes. Et enfin, partout où il va, il déclenche des catastrophes. Et Pity l'accompagne dans sa quête de devenir un héros. Et elle, donc, pour rappel, pour ceux qui ne suivent pas l'œuvre, Pity, que l'on voit ici, a le don, enfin c'est pas vraiment le don, c'est une malédiction, de voir l'avenir. Elle ne voit, elle, que des choses horribles, que des catastrophes, là encore, et elle est condamnée à ce que personne ne la croie. Et à propos de Xanth, elle en voit, autant vous dire, beaucoup, elle a beaucoup de visions en le suivant, vu qu'il n'attire que les catastrophes, et elle a une vision assez terrible de Xanth se rendant sur l'Olympe et détruisant totalement l'Olympe. Et elle va essayer d'éviter cela, et en même temps elle va pas trop pouvoir l'éviter, donc je vous laisse découvrir un petit peu ce qui va se passer dans ce tome 3, qui est vraiment, enfin voilà, c'est bourré d'humour. Il y a beaucoup de références à la mythologie grecque, mais pas trop, parce que, voilà, je sais que par exemple le côté historique peut en gaver certains, se dire voilà, c'est un manga purement historique, non merci, sauf que là, il y a de l'historique sans vraiment de l'historique, dans le sens où on va avoir beaucoup de petites références aux dieux ou à certains voilà, événements mythologiques, mais c'est suffisamment dosé avec de l'humour, avec une trame principale qui est vraiment top. Donc finalement ça passe, et voilà, c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous hésitez à le commencer. Pour l'instant il n'y a que 3 tomes, le rythme de parution est assez lent, ça faut bien se le dire. Je ne sais pas d'ailleurs si on aura le tome 4 cette année, mais c'est vraiment un très bon manfra. Je continue en vous parlant du tome 19 de Divine Nanami de Julieta Suzuki, publié chez Delcourt. Donc la série est toujours en cours avec déjà 21 tomes de parus. On se rapproche dangereusement de la parution japonaise, du coup le rythme va vraiment ralentir je pense en France, et le tome 20 est prévu quant à lui pour le 19 août. Ça fait déjà quelques tomes que la relation Nanami-Tomoe est bien affirmée, et dans le précédent tome, Nanami volait un petit peu au secours de Ami, mais en volant à son secours et en ne l'aidant pas du tout pour le coup, elle se retrouve elle-même en fâcheuse posture, et Tomoe va enfin arriver pour l'aider. C'est ce qu'on attendait un petit peu dans le tome précédent. On va avoir à côté de ça l'histoire de Ami, donc vraiment le sauvetage de Ami, comment elle va redevenir plus ou moins à sa vie d'avant, tout ça.
Et c'est vraiment un très bon tome, j'aime beaucoup la relation voilà, entre les deux qu'on attendait depuis une bonne dizaine de tomes, donc autant vous dire on est content que cette relation soit enfin installée, même si il y aura encore une fois beaucoup de gens pour leur mettre des bâtons dans les roues, que Nanami voilà, a toujours des petits soucis dans sa vie de déesse, tout n'est pas parfait. Donc, je vous montre la couverture qui fait vraiment très été, je trouve, c'est la couverture qui tombe à point nommé là encore, niveau côté édition. Voilà, tout ça arrive en été, c'est juste génial. Niveau dessin, je vous montre ce que ça donne. Donc les garçons, vous avez trouvé que ça fait très shoujo. Les filles, je pense que la plupart d'entre vous, vous adorez. C'est un shoujo avec beaucoup d'humour. Un petit peu moins d'humour, je trouve, parce que voilà, il y a des tomes qui sont quand même un peu plus sombres et où on va plus accentuer l'histoire et le côté dramatique que l'humour qu'on trouve dans la plupart des shoujo. Mais c'est vraiment un très bon titre, même s'il est très long. Voilà, il y a un anime en carte. Je veux que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte d'être au mois d'août pour voir comment on va continuer l'histoire. Donc j'attaque la partie shonen de la vidéo avec le tome 9 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, publié chez Pika. La série est toujours en cours avec déjà 15 tomes de parus et le tome 10 est prévu en France pour le 19 août. Donc oui, autant vous dire, je crois que pratiquement toutes les suites des séries que je vous présente là, tout ou presque, la suite c'est au mois d'août. Voilà. Donc Seven Deadly Sins, je vous laissais avec le tome 8. C'est d'une logique là encore imparable de vous parler du tome 9 après le tome 8. Bref. Et à la fin du tome 8, on découvre un nouveau personnage qui est un personnage, comme je vous avais dit, sans trop vous en dire, que l'on connaît dans l'histoire, enfin surtout... voilà, c'est un personnage connu, je n'en dirai pas plus si vous n'êtes pas à jour niveau lecture. Et on en apprend clairement plus sur ce personnage dans le tome 9, et c'est un personnage que je ne pensais pas aussi méchant, entre guillemets. C'est un personnage qui n'était pas présenté comme le super gentil de base, même si dans les films, tout ça, dans lequel vous avez pu retrouver ce personnage, c'est un personnage qui en principe est gentil. Là, c'est un personnage, on va dire, en demi-teinte, enfin... pas vraiment réussi à cerner pour l'instant si c'était vraiment un gentil ou un méchant. Et on a surtout le personnage de... alors je ne sais jamais comment ça se prononce, si c'est Gowser ou Gouter, bref l'un des membres des Seven Deadly Sins que l'on a découvert depuis déjà quelques tomes, qui était présenté comme étant clairement, c'était pas le Big Boss, parce que le Big Boss ça reste Meliodas, mais comme le personnage... qui n'a l'air de rien, qui est vraiment d'apparence anodine, et qui pourtant envoie du lourd, mais il envoyait déjà du lourd dans les précédents tomes, et il a, en plus d'une puissance incroyable, un côté vraiment sans pitié. Alors voilà, tous les Seven Deadly Sins ne sont pas spécialement des êtres très tendres, parce que le destin n'a pas été tendre avec eux, mais celui-ci, il va vraiment très loin dans ses combats, et il va vraiment détruire ses ennemis. Et ce qui est surtout génial avec ce tome-là, c'est la fin qui nous laisse totalement dans un suspense de dingue. C'est-à-dire qu'on a un des personnages principaux, comme vous en doutez, un des membres de Seven Deadly Sins, qui est en fâcheuse posture, mais qui est genre en fâcheuse posture quasiment mort. Et un autre des membres qui arrive pour le sauver. Et voilà, est-ce qu'il arrive trop tard? Est-ce qu'il va casser la baraque? Comment tout cela va-t-il se dérouler par la suite? Je ne le sais pas pour l'instant, mais j'ai hâte de le découvrir. Donc je vous montre comme d'habitude, même si là ça n'a pas trop d'intérêt, le dos du manga. Donc, au début je disais la tranche, mais oui, on dit bien le dos, pour ceux qui auraient encore une hésitation à ce sujet. Côté dessin, je vous cherche une page pas trop spoilante. Voilà. Donc je sais que les couvertures payent pas de mine, mais si vous voulez un shonen où il y a beaucoup de combats, où ça change tout de même de ce qu'on a l'habitude de lire, c'est-à-dire des classiques One Piece, Fairy Tail et compagnie, même si bien évidemment on retrouve un petit peu ce qui marche dans ces séries, on va les retrouver là-dedans. Voilà, en même temps, ça fait un petit moment que je vous dis qu'il faut commencer cette série, il faut la commencer. Il y a juste ce qu'il faut de combat, de magie, d'esprit, d'équipe, d'amitié, tout ça. Pour pas que ça soit trop lourd, pour pas que ça soit trop du déjà vu. Et il y a suffisamment de variété au niveau des personnages, surtout, voilà, c'est qu'on va retrouver, comme je vous l'ai dit, un personnage que l'on connaît en dehors de cette série, qu'on va voir dans cette série. Et c'est assez intéressant de voir comment l'auteur va l'intégrer à une série qui est totalement presque fantasy, je dirais.
et qui arrive en même temps à faire un personnage super badass. J'enchaîne en vous parlant du tome 8 de Areadi de Kiyoshi Nanatsuki et Yang Kyung-il, publié chez Pika. J'ai peut-être une énième fois massacré le nom des auteurs, mais voilà le nom des auteurs en même temps. Donc la série est toujours en cours avec 11 tomes de parus et le tome 9 est également prévu pour le 19 août. Je vous montre la couverture, parce que la couverture est vraiment... je crois que c'est la couverture que je préfère pour l'instant de la série. Et donc dans ce tome là, je vous montre la page couleur au passage, hein, avant d'oublier. Voilà ce que ça donne. Dans ce tome là, on a la suite du combat de Jin versus Goz, qui était un combat assez intense et assez important dans le tome 7. On a son dénouement, et en fait on a son dénouement un petit peu, je dirais, à l'arrache, dans le sens où le combat doit s'arrêter parce qu'il y a plus urgent que ce combat. À propos, voilà, donc tout ça va concerner les deux jumelles dont on faisait la connaissance également dans le tome 7, si je ne dis pas de bêtises. Et on va les voir enfin à l'œuvre et comprendre pourquoi ces personnages-là sont catégorisés comme deux personnages assez diaboliques, alors que ce sont deux petites filles qui ont l'air juste super kawaii, super adorables, et qui pourtant ont tué pas mal de monde. Il faut savoir que c'est un manga dans lequel il y a beaucoup de combats, mais ça n'en reste pas moins une série qui est clairement comme un X-Men. C'est-à-dire que les pouvoirs des personnages sont tellement variés, il y a beaucoup d'actions, il y a des relations entre les personnages, tout ça. C'est vraiment super. Alors en plus on a le retour du personnage de All Eye, bah, l'espèce de tête de hibou là, qui est, on voyait pas trop son pouvoir jusque là, on comprenait que c'était un petit peu le big boss, donc théoriquement quand t'es le big boss c'est que t'as un pouvoir de ouf derrière, et effectivement quand on voit la puissance du gars, on sait que ça rigole pas, mais le truc c'est que il va s'associer à un personnage, du coup j'ai un peu perdu le fil de l'histoire, pourquoi ce personnage se retrouve à l'aider, ça j'ai pas trop compris, mais bon. Voilà, la série est géniale, il y a beaucoup, là encore, de personnages avec des pouvoirs différents. Donc si vous aimez les mangas avec du fantastique, où on va parler de mutants pour le coup, parce que c'est vraiment des mutants, c'est un titre qui pourrait vous plaire parce que des mangas sur les mutants, il n'y en a pas des masses. Voilà, il ne s'agit pas de sorciers ou trucs comme ça, c'est vraiment la mutation génétique. Et c'est vraiment bien traité, niveau chara-design, c'est vraiment top. Donc voilà, je pense que ça pourrait plaire aussi bien aux filles qu'aux garçons, même si je sais que la série est en cours et qu'à mon avis elle va compter pas mal de tomes. En parlant de séries avec beaucoup de tomes, j'enchaîne avec le tome 9 de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi, publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours avec déjà, si je ne dis pas de bêtises, oui, 23 tomes à son actif au Japon. Le tome 10 est prévu pour le 2 juillet, le tome 11 pour le 20 août et le tome 12 pour le 12 novembre. Donc on continue de petit bonhomme de chemin de un tome par mois, c'est vraiment génial. Même si ce tome là, j'ai un petit peu galéré à l'avoir, il y a des librairies qui l'ont eu, il y en a qui l'ont pas eu, il y en a qui l'ont eu en retard, il y en a qui l'ont eu une semaine après. Voilà. Je vous montre la page couleur qu'on a en début de tome, parce que oui, il y a quelques tomes où on a des pages couleurs, donc je trouve important de les montrer, parce que pour un manga qui est vendu au prix de 6,95 €, d'avoir un côté édition vraiment top, avec page couleur, puis voilà, aucune faute, tout ça, c'est vraiment bien, donc je préfère le préciser. Donc dans ce tome 9, Riku continue d'échafauder son évasion. Ça fait déjà pas mal de tomes que je vous parle qu'il essaie de s'évader, mais c'est très long, et en même temps si c'était plus rapide ça serait pas crédible, parce que quand on voit la prison dans laquelle ils sont enfermés, on se dit que si en 3 tomes il avait trouvé la solution pour s'échapper, c'est que finalement voilà, l'auteur voulait abréger l'histoire et il n'y aurait plus eu trop d'intérêt à suivre l'histoire. Donc il essaye toujours de s'échapper avec son coéquipier, je ne sais plus si je vous ai dit de qui il s'agissait, au cas où je ne l'ai pas dit, je ne le dirai pas dans la vidéo. Et on va découvrir ce nouveau personnage, donc le personnage qu'on a en couverture, et voilà, je vous montre la... pour le coup je vous montre la 4e de couverture, parce que vous la verrez sûrement si vous voyez le tome en librairie, mais je la trouve un peu spoilante, voilà. Donc en fait, pour faire simple, c'est un spoil sans être un spoil, pour s'évader, Riku comprend que de là où il se trouve dans la prison, c'est juste pas possible, parce que voilà, il a la technique pour enlever les menottes, il a les plans de la prison, ce qui est pas rien, et il a aussi comment comment sortir sans être repéré par les caméras en fait, comment être invisible aux yeux des gardiens.
Mais malgré tout ça, il y a encore des facteurs qui font que, oui, c'est déjà un bon point, mais il y a encore pas mal de difficultés à traverser avant de pouvoir vraiment s'évader de l'île, et enfin de la prison et de l'île au passage. Et il comprend qu'il y a de plus en plus de gens, comme je le disais, qui sont impliqués dans l'histoire, parce que d'aller demander des conseils à l'un, des conseils à l'autre, fatalement il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au courant de cette évasion. Et on se doute que, voilà, comme je vous l'ai dit pour le tome 8, ça va finir à la Prison Break, c'est-à-dire que tout le monde va vouloir y aller. Et je pense que si tout le monde va y aller, ça va juste foirer à un moment donné. Même si, quand je vois les couvertures des tomes dans la vingtaine, donc vraiment loin de celui-ci, je me dis que finalement l'histoire a l'air de prendre un autre tournant. Et ça a l'air de vraiment donner envie. Donc dans ce tome 9, Riku doit passer une étape suivante grâce à ce personnage-là qui va lui permettre de rejoindre un autre coin de la prison, et à partir de ce coin-là, peut-être qu'il y a possibilité de s'évader plus facilement. Donc côté Chara Design, voilà, là je sais encore que niveau dessin, c'est peut-être pas la came de tout le monde, personnellement j'aime beaucoup. Pourtant, comme je le disais, niveau couverture, c'était pas gagné parce que c'est pas le genre de couverture qui me vendait spécialement du rêve, mais voilà, l'histoire est juste géniale. Alors en plus, on a des... Voilà, on ne se concentre pas que sur le personnage de Riku, ça s'appelle Prisonnier Riku, mais il y a tellement de personnages autour de lui. Je parle principalement des gentils, parce qu'il y a aussi des personnages totalement pourris. On va parler des gentils, et on va suivre des petits bouts de chapitres à propos de ces personnages, et c'est juste, voilà, bien aussi de ne pas juste se focus sur le côté évasion de Riku, de se dire que voilà, l'auteur arrive à aller sur plusieurs tableaux, et en même temps on suit le fil rouge principal de l'histoire, et voilà, on ne s'en lasse pas. Alors encore une fois, c'est une très grosse série, il faut s'y préparer, il y a déjà 9 tomes de sortie, donc ça commence à faire un investissement, mais c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous hésitez à le commencer. Il y a un mélange de beaucoup de choses, il y a un mélange d'humour, il y a beaucoup de suspense, parce qu'à chaque fois que Riku trouve quelque chose pour s'évader, il y a toujours un petit truc derrière auquel il n'aura pas pensé, auquel il va devoir être confronté. Puis il y a toujours des personnages qui vont aller contre son évasion. On va également voir le côté pourri des gardiens, c'est-à-dire que voilà, la corruption au quotidien, voilà, pour un petit peu d'argent ou quoi que ce soit, ils n'hésitent pas à être totalement, voilà, ils sont corrompus jusqu'à l'os. Mais c'est vraiment, voilà, une très bonne série. Je sais que ça n'a strictement aucun rapport avec la série Rainbow qu'il faut que je lise. Oui, ça fait déjà un petit moment que je le dis, mais je la lirai. En attendant, j'enchaîne avec un coup de gueule. Oui, parce qu'il en fallait bien dans cette vidéo. Et le tome 10 de Alice in Borderland de Alohaso, publié chez Delcourt. La série est toujours en cours avec déjà 15 tomes de parus, et le tome 11 est prévu pour le 19 août. Alors, j'avais posté une photo sur Facebook de mes achats de la semaine d'avant. Et j'avais posté, dans la photo, il y avait tout simplement ce tome 10 de Alice in Borderland, et un abonné m'a dit qu'il avait hâte de voir quand j'allais lire le tome, ce que j'allais en dire. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait tilt, dans le sens où ça fait déjà un petit moment que je pousse un coup de gueule à propos d'Alice in Borderland, c'est-à-dire que la série est géniale, mais l'auteur se fout clairement de notre gueule, c'est-à-dire que vous attendez des mois pour avoir votre tome, et vous allez voir The Black of the Dead, hein, encore une fois, le tome 10 que vous avez poireauté pour avoir depuis déjà un bon petit moment, tome 10, bonus. Voilà. Alors, je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir jusque-là pour m'en rendre compte. C'est tout simplement... Je ne sais pas si on verra bien, si ça va faire focus ou quoi que ce soit. On a 2 chapitres sur la série principale, et on a 3 chapitres où il y a marqué épisode spécial. Gros foutage de gueule, hein, ça c'est... Vous attendez, vous êtes à fond dans l'histoire. En plus, l'histoire est géniale. Je veux dire, l'histoire serait pourrie, à la limite, on apprécierait plus les bonus que l'histoire principale. Ok. Mais l'histoire, la trame principale est géniale. Là, on est vraiment dans des jeux qui sont passés à un level supérieur. Alice essaye de survivre toujours tant et si bien avec ses amis. Il y a de moins en moins d'alliés. Les jeux sont de plus en plus risqués. Il faut de plus en plus ne plus hésiter à mettre sa vie en jeu, mais à 100%. Et voilà, on comprend qu'il y a des personnages... intègres, et il y a des personnages là encore pourris.
et vous êtes à peine rentré dans l'action, dans le feu du truc, et déjà fin de ce tome 10, vous allez poireauter jusqu'à pour le tome 11, et vous passez à une histoire bonus. Une histoire bonus qui est sur... je ne sais même plus si c'est un personnage de la série ou pas. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais je crois que c'est un personnage de la série. Gros doute. Méga doute même à ce sujet, je ne sais plus. L'histoire bonus est top, hein, vraiment, ça, là encore, on est toujours dans des jeux de Borderlands, de comprendre un personnage qui a débarqué là en mode mais qu'est-ce que je fous là, comment je vais m'en sortir, qui arrive à s'en sortir d'ailleurs par la suite, et de voir comment le jeu prend de l'ampleur, comment les choses s'aggravent et tout, c'était vraiment génial. Mais vous avez un petit coin de votre tête le fait que votre tome 10 il s'est arrêté 20 pages avant et que vous dites voilà, le tome 10 s'arrête clairement, page 87, on est dans les bonus. Et voilà, je vous montre un petit peu les dessins. Mais vraiment, l'histoire, elle vaut le détour à 200%. C'est un survival game dont on n'entend pas du tout parler. Je veux dire, la maison d'édition en fait pas beaucoup de plus. Je trouve que Delcourt, ils font pas énormément de com. Voilà, Akata fait un max de pub pour ses séries et ça marche. Enfin, je veux dire, Magical Girl, of the End, Resident Yuriku, tout ça, c'est des séries qui marchent à fond. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de communication derrière qui est juste top, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en librairie. Vous pouvez pas passer à côté des tomes d'Akata, parce que tout simplement, ils font leur boulot au niveau communication et ça marche. Et là, Delcourt, j'ai l'impression qu'ils veulent pas la vendre, cette série, parce que du coup, j'imagine bien que les ventes d'Alice in Borderland ne sont pas top. Je ne sais pas comment la série fonctionne au Japon, si elle a un bon succès ou pas. Mais une série comme ça, je veux dire, dans le rayon, déjà, on voit pas spécialement que ça va parler de... Oui, j'ai super chaud. On ne voit pas spécialement que ça va nous parler de survival game. Pour ceux qui apprécient le genre, peut-être qu'ils vont passer à côté, ils vont même pas se rendre compte qu'ils passent à côté d'une série géniale. Mais en plus, voilà, on n'a pas trop de com, je trouve, sur les réseaux sociaux, tout ça, pour nous dire achetez la série, elle est top. Et je trouve ça dommage parce que la série est géniale, mais bon, on n'entend pas se parler, du coup le rythme de parution est pas tip top, ce qui aide pas. Mais voilà, la série est géniale, l'auteur fait n'importe quoi avec sa série, à nous couper les tomes en deux et à nous faire 2 chapitres de sa série et 3 chapitres bonus. Non, ça fonctionne pas comme ça, mec. Tu fais 5 chapitres, ton histoire principale, tu fais un chapitre bonus à la limite. Là c'est mal dosé et ça énerve un petit peu parce qu'on a tellement envie de savoir la suite, de voir... Je me doute bien que c'est pas dans les prochains tomes que d'un seul coup ils vont s'évader de Borderland et que ça y est, fin de l'histoire. Je ne pense même pas... À vrai dire, je vois pas trop comment ce genre d'histoire peut se terminer si ce n'est tout cela n'était qu'un rêve. Cela n'a jamais existé, je vois bien un truc comme ça. Mais voilà, très très bonne série, très bon survival game pour les fans du genre qui connaîtraient pas encore Alice in Borderland, mais... Voilà, coup de gueule par rapport à l'auteur et un petit coup de gueule par rapport à la maison d'édition qui fait pas trop son boulot niveau com à propos de cette série. Je conclus cette vidéo en vous parlant de 2 seinen. Tout d'abord le tome 2 de la série Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, publié chez Akata. Donc la série toujours en cours avec déjà 5 tomes de parus et le tome 3 est prévu pour le 20 août. Donc dans l'intimité de Marie, j'avais fait une vidéo découverte manga probablement à propos du tome 1. C'était une série qui m'avait beaucoup intriguée de par sa couverture. Là, la couverture du tome 2, je la trouve également pas mal, bien que très soft. Et le synopsis, voilà, ce mec qui d'un coup va se retrouver enfermé dans le corps d'une fille sans comprendre comment il en est arrivé là, sans comprendre où est passé son esprit à elle. Et est-ce qu'il y a une solution pour récupérer ses corps d'origine? Donc dans ce tome 2, le personnage, donc il s'appelle Isao, mais bon maintenant il est enfermé dans le corps de Marie. Il a beaucoup de mal à avancer dans son enquête, dans sa recherche, tout simplement parce qu'il doit faire face à des tas et des tas de choses du quotidien de Marie, donc sa famille, ses amis, les mecs qui lui tournent autour. C'est tout nouveau pour lui de gérer tout ça et c'est très compliqué, rien que le fait de se maquiller, de s'habiller comme une fille, tout ça. Et heureusement, il se retrouve à avoir une alliée qui va l'aider petit à petit à, voilà, dans son enquête, à comprendre comment c'est arrivé, à comprendre qui était Marie finalement, parce que c'est le personnage un petit peu énigmatique pour lui et pour la personne qui l'aide, qui s'appelle Yori.
Et cette jeune fille, on pourrait penser que c'était The Best Friend of Marie, mais absolument pas. Donc je vous laisse découvrir un petit peu qui était ce personnage par rapport à Marie, mais c'est assez intéressant de voir le choix voilà, qu'a fait l'auteur de ne pas prendre bêtement la meilleure amie de Marie pour aider la fausse Marie à retrouver l'esprit de Marie. Ça fait beaucoup de Marie dans une même phrase. Et voilà, c'est un petit peu original de voir aussi que tout n'est pas facile. Il y a de l'humour, mais pas trop, parce que bon, voilà, c'est pas... c'est surtout la galère de ce personnage d'être dans le corps d'une fille et de comprendre comment fonctionne une fille, de voir un petit peu, comme je l'avais dit pour le tome 1, le regard qu'ont les garçons sur Marie, de se dire bon sang, moi aussi j'étais comme ça, mais c'est juste horrible. Et donc voilà, c'est vraiment un manga qui est... c'est décrit comment? Polar, psychologie, société. Polar, je vois pas trop là encore, si ce n'est le côté enquête, d'essayer de comprendre le mystère de la disparition, du changement d'esprit, dans le changement de corps. Mais oui, il y a pas mal de suspense, on a envie de voir comment ça va évoluer par la suite et si enfin il va en savoir un petit peu plus sur Marie, parce que là pour l'instant ça l'emmène dans des endroits vachement chelous. Et ils se rendent compte tous que cette jeune fille ne la connaissait absolument pas. Donc c'est un très bon seinen que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Si vous hésitez à le commencer, que vous êtes un garçon ou une fille, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Et je conclue en vous parlant du tome 3 de King's Game Origin de Nobuaki Kanazawa et Jita Yamada, publié chez Kiyun. Donc la série est toujours en cours avec déjà 4 tomes de parus, mais ça ne serait pas surprenant que la série s'achève comme les deux précédentes au bout de 5 tomes. Et le tome 4 est prévu pour, tenez-vous bien, le 8 octobre. Donc ce tome 3, j'ai bien aimé. Pour l'instant, King's Game Origin, ça va. Je veux dire, les autres tomes, enfin les autres saisons, ça se dégradait vraiment rapidement. Et là, je trouve que ça va. Ça avance doucement, ça avance pépère. Il y a beaucoup moins de... Ouais, il y a des morts, mais c'est pas géré de la même manière que les précédentes saisons. Donc, dans ce tome-là, on attaque le 6e ordre du roi. Donc, ouais, on est déjà pas mal avancé. Le 6e ordre qui est pas mal tordu, qui n'est pas, comment dire, impossible, parce qu'il y a vraiment des trucs, des ordres où vous dites c'est vraiment du côté très sadique, personne va faire ça pour survivre et tout. Donc là, oula, j'allais vous spoiler l'ordre en question, donc on va éviter. C'est vraiment pas mal trouvé, pour l'instant c'est pas un truc qu'on a déjà vu dans les précédentes séries, donc ça me plaît, voilà le côté, l'auteur ne recycle pas ce qu'il fait d'une série sur l'autre. Après, il y a un personnage qui... tout le monde suspecte tout le monde en fait. On est encore au stade où on est en train de se demander qui est capable de faire ça, pourquoi, dans quel but, alors que c'était un petit village tout tranquille. Comment ils en arrivent là, quoi, tout simplement. Et c'est pour l'instant très flou, on peut avoir quelques petites suppositions, mais comme je vous l'ai dit, si vous avez lu les précédentes séries King's Game, les suppositions ça sert foutrement à rien, puisqu'à chaque fois on a une révélation qui est totalement à côté de la plaque de ce qu'on pouvait imaginer. Donc j'imagine bien un truc pareil pour cette saison 0, saison 3, appelez ça comme vous voudrez. C'est du survival game qui est assez intéressant, qui est pas hyper innovant, qui n'est pas du tout indispensable, voilà, c'est pas... c'est le survival game dont on entend pour le coup énormément parler, qui est peut-être un peu trop surestimé à certains moments. Mais voilà, pour l'instant je vous dis cette saison 3, 0, elle vaut le coup. Je vous montre la 4e de couverture. On n'a pas la technologie de maintenant parce que ça se passe il y a vachement longtemps. Du coup, c'est différent de ce qu'on avait dans les 2 précédentes séries. Et ça vaut le coup d'œil par rapport à ça, donc voilà, si vous hésitez à le commencer, vous pouvez commencer par cette série si les 2 précédentes ne vous intéressent pas, mais c'est pas le survival game que je recommande absolument. Ainsi s'achève cette update lecture qui j'espère ne sera pas trop longue, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous suivez certaines de ces séries, si vous avez un avis peut-être différent du mien, ce que vous avez lu dernièrement, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!